Alors, comment on fait pour savoir ce que vaut vraiment une entreprise, surtout quand elle ne gagne pas encore d'argent? C'est un vrai casse-tête pour tout investisseur. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil super puissant pour y voir plus clair, le ratio EV sur vente. Voilà le programme. On va commencer tout doux avec une petite histoire de boulangerie pour bien comprendre la base. Ensuite, on plongera dans la mécanique du ratio. On verra aussi pourquoi il est bien meilleur qu'un autre ratio très connu. Puis, on passera au concret. Quand et comment s'en servir? On montera même d'un cran avec une analyse de niveau expert. Et on finira par les points clés à retenir et les erreurs à ne surtout pas faire. Allez, c'est parti! Comme promis, on commence simple. On oublie la bourse, les graphiques compliqués et on imagine une situation bien plus concrète. On veut acheter une boulangerie de quartier. Bon, le propriétaire en demande 300 000 euros. À première vue, on se dit que c'est le chiffre final. On fait le chèque, on récupère les clés et l'affaire est dans le sac, pas vrai? Eh bien, ce n'est pas si simple. Et voilà le petit détail qui change absolument tout. Il y a une date de 50 000 euros. Et cette dette, elle ne disparaît pas par magie. En tant que nouveau propriétaire, il va falloir la reprendre à son compte. On achète les murs et le four à pain, mais on hérite aussi des dettes. Du coup, le coût réel pour prendre le contrôle total de cette boulangerie, ce n'est pas 300 000, mais bien 350 000 euros. C'est ce chiffre-là, le prix affiché, plus la dette qui représente le véritable coût d'acquisition. C'est ce qu'on appelle la valeur d'entreprise. Gardez bien cette idée en tête, elle est fondamentale. Allez, maintenant qu'on a bien compris cette histoire de boulangerie, on peut revenir dans le monde de la finance. Parce que cette logique toute simple, c'est exactement le principe qui se cache derrière le ratio EV sur vente. Alors voilà, la définition officielle. La valeur d'entreprise, ou EV, comme on dit souvent, c'est tout simplement la valeur de toutes les actions de l'entreprise, ce qu'on appelle la capitalisation boursière, à laquelle on ajoute sa dette nette. La dette nette, en gros, c'est ce que l'entreprise doit aux banques, moins l'argent qu'elle a en caisse. Bref, c'est le vrai prix de la boulangerie. C'est ce que ça coûterait de racheter 100% de la boîte, dette comprise. Et si on prend cette fameuse valeur d'entreprise et qu'on la divise par le chiffre d'affaires annuel, on obtient notre fameux ratio EV sur vente. Pour notre boulangerie qui fait 250 000 euros de vente par an, ça donnerait 350 000 divisé par 250 000, soit 1,4. Ça veut dire qu'on paie 1,4 fois son chiffre d'affaires annuel pour la posséder entièrement. Là, on pourrait se demander, mais pourquoi s'embêter avec ça? Il existe déjà le ratio prix sur vente, le PS, qui est beaucoup plus simple. Eh bien, la raison est cruciale et ça nous ramène directement à notre histoire de dette. La différence, elle est toute simple, mais elle change tout. Le PS, il ne regarde que le prix des actions par rapport aux ventes. Il ignore complètement la dette. C'est comme s'il ne regardait que le prix affiché de la boulangerie. L'EV sur vente, lui, inclut la dette. Il donne donc une vision beaucoup plus complète, beaucoup plus honnête du coût réel de l'acquisition. Et là, regardez bien ce tableau parce que c'est le moment Eureka. Si on se fie au ratio PS, la société A et la société B ont l'air identiques. Toutes les deux sont valorisées à 3 fois leur vente. On pourrait croire que c'est le même prix. Grosse erreur. Le VV vente nous révèle la vérité. La société B est en réalité 33% plus chère. Pourquoi? Parce qu'en l'achetant, on hérite d'1 milliard d'euros de dette. Le PS nous aurait complètement masqué cette information capitale. Ok, on a compris. L'ESV/Vence est plus juste, plus complet. Mais concrètement, dans quelle situation est-ce qu'il devient vraiment notre meilleur allié? Cet outil est particulièrement précieux dans des cas bien précis. Pensez aux jeunes startups technologiques par exemple. Elles ne font pas de bénéfices, au contraire, elles perdent de l'argent parce qu'elles réinvestissent tout dans la croissance. Du coup, les ratios classiques comme le PER qui se base sur les bénéfices sont inutilisables. L'EV sur vente, lui, permet de les valoriser en se concentrant sur ce qui compte à ce stade, leur capacité à générer des ventes et à grandir. C'est aussi un outil formidable pour comparer des concurrents directs dans un même secteur. Mais attention, et c'est un point crucial, un ratio EV sur vente de 5, ce n'est ni bon ni mauvais en soi. Tout dépend du secteur. Un ratio de 12 pour une entreprise de logiciels avec des abonnements récurrents et de fortes marges, ça peut être une super affaire. Par contre, un ratio de 2 pour un site d'e-commerce avec de faibles marges, ça peut être beaucoup trop cher. On doit toujours comparer des pommes avec des pommes. Allez, on monte encore d'un cran. Un analyste expérimenté ne va jamais s'arrêter au chiffre brut de l'IV sur vente. Il va le mettre en perspective, le croiser avec d'autres indicateurs pour avoir une analyse beaucoup plus fine. Imaginez, on a 3 entreprises sur la table. Cloudsoft, c'est la valeur sûre, rentable. Datascale, c'est la jeune pousse en hyper-croissance, mais qui brûle du cash. Et Code Legacy, c'est la vieille entreprise, pas très dynamique, mais extrêmement rentable. À première vue, Code Legacy a l'air d'être la moins chère avec son ratio de 6,25 et Datascale semble hors de prix à 15. Mais on peut regarder ça de 3 manières différentes. Soit on regarde juste le prix, l'approche la plus simple, soit on se demande combien est-ce que je paye pour chaque point de croissance,
soit on essaie de se projeter et de voir ce que ça donnerait par rapport à la rentabilité future. Et là, c'est fascinant. Si on cherche juste le prix le plus bas, c'est Code Legacy qui gagne. Mais si on cherche le meilleur rapport qualité-prix pour la croissance, c'est Datascale qui devient soudain la plus intéressante. Et si on parie sur la rentabilité à long terme, Code Legacy redevient la plus attractive. La conclusion, il n'y a pas de meilleure entreprise dans l'absolu. Tout dépend de la stratégie de l'investisseur. Bon, on arrive à la fin. Pour bien maîtriser cet outil, il est super important de récapituler les règles d'or et surtout les erreurs classiques dans lesquelles il ne faut pas tomber. Voici les 4 pièges principaux. Premièrement, ignorer les marges. Un petit ratio EV sur vente, c'est bien, mais si l'entreprise ne gagne jamais d'argent, ça ne sert à rien. Deuxièmement, croire que la croissance va durer pour toujours. Spoiler, ça n'arrive jamais. Troisièmement, comparer une banque et un fabricant de voitures. Ça n'a aucun sens. Et enfin, oublier que tous les revenus ne sont pas égaux. Des revenus d'abonnement récurrents valent beaucoup plus cher que des ventes uniques. Donc pour résumer, si on doit retenir 5 choses, ce sont celles-ci. 1. Le EV/vente est supérieur au PS parce qu'il inclut la dette. 2. Il est indispensable pour les boîtes de croissance qui ne font pas de bénéfices. 3. On ne l'utilise jamais tout seul, on le regarde toujours avec la croissance et les marges. 4. On compare uniquement ce qui est comparable. Et 5. Regardez le ratio basé sur les ventes attendues pour l'année prochaine est souvent plus malin. Et on va se quitter sur cette question pour réfléchir. Ce ratio nous donne une excellente indication du prix que le marché est prêt à payer pour une entreprise. Mais le prix, ce n'est pas la même chose que la valeur. Cet outil est un formidable point de départ pour une analyse, mais ce n'est jamais la conclusion. Le reste du travail, c'est d'aller creuser plus loin.